Bonjour à toutes et tous, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition d'Euroquestions consacrée à la question des sanctions de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Un sujet qui figurera à l'agenda du Conseil européen des 25 et 26 mars et qui illustre à quel point les sanctions économiques s'imposent comme un outil majeur de l'action européenne à travers le monde. Pourtant, aussi indispensables soient-elles, les sanctions ne peuvent pas constituer à elles seules la politique russe de l'Union, ni même la politique extérieure de l'Union d'ailleurs. Elles ne sont pas parvenues à fléchir l'action extérieure de la Fédération, pas plus qu'elles n'ont dévié la trajectoire autoritaire du régime. Si l'Union ne peut démanteler ces sanctions sans un aveu de faiblesse, elle doit les compléter par une stratégie élargie et diversifiée. Pour décrypter cette question géopolitique, nous accueillerons Cyril Bray, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de la publication Union européenne-Russie, durcir les sanctions et après, paru aujourd'hui à l'Institut Jacques Delors. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Nous aurons un moment dédié dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Sans plus attendre, je cède la parole à Monsieur Bray pour sa présentation. Merci beaucoup Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'Institut Delors et à Sébastien Maillard de m'avoir invité pour présenter ce travail. Bon, c'est un travail que je ne vais pas vous raconter, ça me semble sans intérêt et le texte ne se prête pas au format d'Euroquestions. Je vais plutôt insister sur les 4 ou 5 grandes thèses qui me tiennent à cœur et qui, à mon avis, à défaut d'être originales, sont les plus adaptées pour décrire la situation dans laquelle l'Union européenne se trouve vis-à-vis de la Fédération de Russie aujourd'hui. Plutôt que de vous assommer avec un grand historique, je reprends l'histoire maintenant. Maintenant, comme depuis 2014, mise en place des sanctions de l'Union européenne contre la Fédération de Russie en raison de l'annexion illégale de la Crimée et de l'ingérence russe en Crimée orientale. Aujourd'hui, comme à l'époque, un véritable procès est intenté aux sanctions de l'Union européenne, sanctions économiques, sanctions individuelles et sanctions également portant sur les avoirs et la capacité de certains citoyens russes à venir en Union européenne. Et le procès a toujours à peu près le même réquisitoire. Les sanctions ne servent à rien et les sanctions sont surtout au détriment de l'Union européenne, pas au détriment de la Russie. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce petit papier, après donc 6 ans de sanctions, c'est de montrer le contraire. Oui, bien sûr, les sanctions de l'Union européenne qui ont été renouvelées semestre après semestre n'ont pas changé le régime, n'ont pas infléchi la politique extérieure de la Russie, bien au contraire. Depuis 2014, l'annexion de la Crimée en mars, la Russie a mené des opérations sur le continent européen et en Méditerranée orientale, s'est même déployée jusqu'en Centrafrique et au Venezuela. Donc, l'aventurisme extérieur russe n'a pas été stoppé par ces sanctions. Mais deuxième grande idée que j'ai voulu battre en brèche, ce n'est pas parce que la politique russe, extérieure ou intérieure, n'a pas changé en raison des sanctions que les sanctions ne servent à rien. Il suffit de mesurer l'effet que ces sanctions ont eu sur des secteurs clés de l'économie russe, notamment le secteur bancaire, qui a tout particulièrement besoin du secteur bancaire européen en termes de technologie et en termes de modernisation du réseau. Il suffit également de mesurer à quel point la Russie a subi de plein fouet en 2015 une récession qui n'est pas uniquement due aux sanctions économiques prises par la Russie, mais aussi bien évidemment à la baisse structurelle des cours des hydrocarbures. Ce que j'ai voulu, ce que je souhaite proposer à la discussion aujourd'hui, c'est la thèse suivante. Les sanctions sont sensibles, elles sont senties et très fortement ressenties en Russie, sans pour autant être capables à elles seules de changer le cours de la politique russe et plus largement le cours du continent. Troisième grand point sur lequel je souhaite insister, c'est que les sanctions sont nécessaires, mais pas suffisantes, qu'elles sont tactiques, mais pas stratégiques, qu'elles sont le début d'une ligne politique de puissance, mais qu'elles n'en sont pas la forme achevée.
pour le dire de façon peut-être un peu brutale, les sanctions en elles-mêmes ne servent à rien. Avoir une politique de sanctions ne peut pas être, ni pour l'Union européenne, ni pour les États-Unis, ni pour quelque acteur que ce soit, un but. Ça n'est qu'un levier d'action pour engager une autre étape d'une stratégie de puissance et qui a des formes qui restent à créer. En ce qui concerne la Fédération de Russie, les sanctions de l'Union européenne sont justifiées donc par la violation du droit international en Crimée, en Ukraine, mais aussi par la violation des droits fondamentaux des opposants et des manifestants de janvier 2021. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Navalny. Et la question se pose aujourd'hui, non pas du tout de les démanteler ou de les réduire, mais plutôt de savoir ce qu'on en fait. Un peu comme si on avait forgé un outil qui a rempli sa fonction, puisque l'outil a dit non. Il a dit non à la Russie, et il a fait sentir à l'économie russe l'opposition, la divergence politique. Mais maintenant, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que, et c'est le dernier point que je souhaiterais aborder avant d'élargir la question des sanctions, aujourd'hui, ce que l'Union européenne, le haut représentant Borrell, le SEAE ont comme défi, ça n'est plus tellement d'élaborer cette politique de sanctions. Elle est bien établie à l'égard de la Russie depuis 2014, à l'égard de l'Iran et de la Corée du Nord depuis 2006. Elle a même été renforcée et diversifiée à l'égard de la Turquie, à l'égard du Bélarus et à l'égard de la Chine. Mais désormais, et c'est le vrai défi du Global Compass, c'est de savoir ce qu'on en fait et savoir quelle est la négociation, quelle est l'épreuve de force qu'on engage à partir des sanctions. Et c'est à mon avis la grande finalité des sanctions, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient diplomatiques, c'est d'engager une négociation dans un rapport de force qui ne soit pas défavorable à l'Union européenne. Et c'est pour cette raison que j'ai proposé un donnant-donnant ou des pistes de donnant-donnant pour les relations entre l'Union européenne et la Russie. On pense qu'on veut de la nature politique du régime de la Fédération russe, il n'en reste pas moins que s'en tenir aux sanctions, au durcissement perpétuel des sanctions par principe, ne servira ni les intérêts européens, elles sont au service des intérêts européens, ne servira pas non plus le rétablissement des valeurs européennes, et notamment la première d'entre elles, qui est l'intégrité de la souveraineté d'États indépendants, en particulier celle de l'Ukraine. Et donc, je voudrais en terminer par là, avant de repasser sur un grand angle. En matière de sanctions, l'Union européenne a, semble-t-il, sûrement à éviter le choix entre ses valeurs et ses intérêts. Très souvent, les procureurs des sanctions de l'Union européenne envers la Russie, mais aussi envers d'autres pays, font comme si l'Union européenne adoptait des sanctions uniquement par fidélité, par pureté morale de ses convictions, au détriment de ses intérêts. Les sanctions et la discussion avec les rivaux géopolitiques de l'Union européenne sur les sanctions servent les deux dimensions, et les principes européens et les intérêts européens, car bien souvent la promotion des valeurs européennes, respect des traités, respect des principes de droit international, respect des droits fondamentaux, font partie des intérêts proprement européens. Donc cette alternative me semble artificielle. En guise de conclusion, je voudrais revenir plus généralement sur le papier qui reste à écrire, car celui que j'ai écrit sur la Russie et sur les relations entre l'Union européenne et la Russie est quasiment de l'histoire maintenant. Depuis 2014, ce régime de sanctions est établi, il est à chaque fois reconduit à l'unanimité, malgré des divergences sur lesquelles on pourra revenir entre États membres dans les relations avec la Russie. Et maintenant, il faut savoir ce que l'Union européenne est prête à faire et quels sont les objectifs que l'Union européenne est prête à poursuivre dans ses relations avec les pays sanctionnés
l'Iran et la Corée. Donc la finalité, c'est évidemment le retour au terme du traité sur la non-prolifération nucléaire de 1968, dans ses relations avec la Turquie, avec le Bélarus, évidemment. Et je pense que c'est ça, ce sur quoi les discussions doivent être à la fois les plus créatives, les plus ouvertes et sont nécessairement les plus difficiles, c'est de proposer des pistes d'action pour pouvoir maintenir le rapport de force sans pour autant couper le dialogue et évoluer vers une négociation. Il me semble que le risque le plus important d'un régime de sanctions, c'est le blocage, celui dans lequel on a l'impression de se trouver aujourd'hui face à la Russie. Mais l'exemple de la République islamique en 2015 et du processus qui a été engagé, auquel l'Union européenne a été partie, montre la mécanique sur laquelle le donnant-donnant peut s'engager. Édiction de sanctions en 2006, puis négociation notamment sur le mécanisme et sur les mécanismes de contrôle de levée des sanctions et de cessation des activités jugées illégales et jugées contraires aux intérêts de l'Union européenne. Donc, une levée des sanctions contrôlées, une levée des sanctions proportionnées, une levée des sanctions qui soit graduelle et qui soit à la maîtrise de l'Union européenne, ça me semble la clé et la finalité d'une politique de sanctions vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de tous les autres pays envers lesquels l'Union européenne a adopté des sanctions. Voilà, j'ai tenu le format que vous m'avez donné, Mathieu, et donc je serai très heureux d'entendre vos objections, vos questions et d'enrichir ma réflexion sur le sujet grâce à vous. Merci beaucoup. Alors, en effet, on a déjà reçu des questions, donc je vais vous les soumettre. Il y a une série de questions sur les sanctions vis-à-vis de la Russie, leur nature. Alors, une auditrice ou un auditeur demande, est-ce que les sanctions individuelles à l'égard des Russes sont vraiment efficaces? Donc, peut-être qu'on peut ajouter voilà, à l'action donc, l'efficacité de ces sanctions et comment peut-être aussi, comment est-ce on évalue l'efficacité de ces sanctions? Ensuite, on a deux autres auditeurs qui nous demandent deux questions finalement un petit peu opposées. Un premier qui nous dit, l'Union européenne n'est-elle pas trop dépendante de la Russie pour continuer à imposer ces sanctions, alors qu'un autre auditeur nous demande, ne faudrait-il pas avoir le courage d'arrêter Nord Stream 2, la vraie sanction qui aiderait aussi nos intérêts? Ça, c'est bon. Merci beaucoup, c'est vraiment au centre de mes réflexions. Les régimes de sanctions, qu'on appelle en fait des mesures restrictives dans le jargon européen à l'égard de la Russie, est de trois grands types. Les sanctions individuelles, gel des avoirs, on saisit mon compte bancaire et interdiction d'entrer sur le territoire de l'Union européenne. Ça, c'est les individuels qui sont consulaires et qui sont économiques. Il y a également des sanctions qui sont proprement économiques, qui visent à réduire ou à stopper le flux des échanges économiques, stopper complètement, par exemple, dans les ventes d'armes, ou réduire les flux en ce qui concerne l'exportation de technologies critiques pour les exploitations en matière d'hydrocarbures et de pétrole. Donc là, c'est une réduction des flux économiques. Et enfin, des sanctions qui sont d'ordre diplomatique et politique. On s'en souvient un peu tous, je pense que vous vous en souvenez, en 2014, le G8 devait avoir lieu en Russie avec la Russie. Ça a été un G7 sans la Russie. Et tout un nombre de sanctions diplomatiques, politiques, symboliques ont eu lieu dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre du Conseil de l'Europe. Alors, pour revenir à la question très précise de l'efficacité d'une sanction individuelle, effectivement, si on veut qu'elle soit efficace, la mesure, c'est simplement qu'elle fasse mal. Qu'elle fasse mal à des individus. Il faut donc qu'elle soit bien calibrée, qu'elle cible bien des individus responsables, des individus qui participent à la chaîne de décision et à la chaîne de commandement et qui ne visent pas des subalternes. Aujourd'hui, la liste nominative à l'égard de la Fédération de Russie produit des effets au sens où des hauts responsables, notamment de la répression récente,
en janvier sont ciblés par ce gel des avoirs et cette interdiction, mais l'efficacité ne se mesure que dans le temps et ne se mesurera qu'indirectement sur l'inflexion ou non de la ligne politique. J'aurais tendance à estimer que l'affaire Navalny, les manifestations actuelles dans la perspective des législatives puis des présidentielles russes font que sur ce point-là, les sanctions individuelles en resteront à la protestation. Ce seront des sanctions protestation de principe. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont illégitimes ou qu'elles sont à éviter, mais elles ne produiront pas d'efficacité, d'effet direct, au sens où elles n'infléchiront malheureusement pas le sort des manifestations russes. En ce qui concerne la deuxième question, enfin les deux deuxièmes questions, c'est celle du rapport de force. Quel est le rapport de force réel entre l'Union européenne et la Russie dans le domaine des hydrocarbures? Nous, Européens, nous avons tendance à surestimer l'importance de nos approvisionnements à l'égard de la Russie en matière de gaz et en matière d'hydrocarbures. Mais comme toujours en matière internationale et géopolitique, il faut aussi adopter les lunettes de l'autre, du partenaire, du rival, de l'ennemi ou de celui avec lequel on est en discussion. Et pour mesurer la dépendance supérieure de la Russie à l'égard de l'Union européenne plutôt que dans l'autre sens, il faut savoir à quoi ça sert en Russie les exportations de gaz et de pétrole, notamment par Nord Stream 2. Ça alimente, ça représente près de la moitié des recettes de Gazprom, la compagnie de gaz nationale étatique, et ça représente une très large partie des revenus fiscaux de la fédération. Et les revenus fiscaux de la fédération, depuis 20 ans, sont ce qui permet de garantir une certaine prospérité. Les indicateurs économiques en Russie depuis les années 2000 ont cru d'une façon qui est assez sensible. Et donc, ce que je soutiens dans mon papier, avec plusieurs statistiques à l'appui, c'est que bien sûr, comme dans toute relation économique, commerciale, technologique, l'Union européenne dépend en partie de la Russie, mais c'est surtout la Russie qui dépend de l'Union européenne. Il faut bien avoir un chiffre qui est assez simple en tête. Au début des années 2010, la Russie était le 3e partenaire économique de l'Union européenne. On attaque la nouvelle décennie, elle est au 5e ou au 6e rang. Donc, l'importance économique de la Russie est incontestable, mais elle ne fait que refluer. Et donc, c'est bien plutôt dans l'autre sens que la dépendance se constate. C'est ce que j'ai appelé le complexe de Gulliver. Gulliver qui croit que les Lilliputiens sont beaucoup plus forts que lui, car ils l'ont entravé. Merci beaucoup. Alors, les deux questions suivantes sont plutôt d'ordre politique et on va voir notamment avec l'échéance du Conseil européen qui commencera demain. Est-ce que le Conseil européen de cette semaine aura le courage de prendre des décisions fortes, sachant notamment que des tensions sont actuellement assez fortes, que les tensions sont actuellement assez fortes avec la Chine? Et la deuxième question, qui est d'ordre plutôt politique, mais d'orientation politique, voyez-vous le dialogue stratégique avec la Russie initié par Emmanuel Macron comme complémentaire ou contraire à la visée des sanctions actuelles portées par l'Europe? Je commence par la deuxième. L'esprit de Brégançon contre l'esprit des sanctions, si vous voulez. L'esprit de Brégançon, donc je rappelle, juste avant les discussions du G7 à Biarritz, le président Macron a rencontré à Brégançon le président Poutine pour essayer de renouer ce dialogue, car au moins 2 sujets, la Syrie et le nucléaire iranien, nécessitaient une intervention évidemment conjointe de la France et de la Russie. Aujourd'hui, plus personne ne se fait d'illusions. L'esprit de Brégançon est non seulement complémentaire de l'esprit de fermeté, mais même réduit à une place secondaire par rapport à l'esprit de fermeté. À plusieurs reprises durant la décennie qui vient de s'écouler, je l'ai vu directement ou indirectement, dans les circuits de décision français, on s'est interrogé sur la possibilité, si ce n'est de rétablir une alliance franco-russe comme celle de 1894, mais du moins d'avoir des coopérations. Et à chaque fois, il faut bien le dire, les résultats ont été maigres et tout à fait décevants. Donc, à mon avis,
Turquie. C'est complémentaire, mais l'esprit de Brégançon est tout à fait secondaire désormais par rapport à l'esprit des sanctions. Et j'en viens à la question qui me semble prodigieusement difficile et prodigieusement qui constitue un enjeu vraiment stratégique. Le courage des institutions européennes. On aime à Paris, à Bruxelles, à Londres, mais aussi à Moscou, portraiturer l'Union européenne comme un ensemble d'institutions impuissantes, dysfonctionnelles, lâches, ne présentant pas de fermeté politique et attendant de la part d'un bloc géopolitique, géoéconomique, des coups de menton et une politique extrêmement démonstrative. Je pense qu'en matière de courage politique, l'Union européenne, le Conseil européen et les hauts représentants de l'Union européenne ont fait leurs preuves. Il suffit de comparer la situation de 2006 et la situation de 2021. En 2006, en matière de sanctions, l'Union européenne a adopté vis-à-vis de la République de Corée du Nord et vis-à-vis de l'Iran des sanctions. Et elle a pris la roue, si j'ose cette métaphore cycliste, elle a suivi des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Son régime de sanctions de 2006 est un décalque et inspiré par le régime de sanctions des Nations Unies. À partir de 2014 et à partir tout particulièrement de 2020, donc élections truquées au Bélarus et actions agressives de la République de Turquie en Méditerranée orientale, l'Union européenne s'est saisie de la question elle-même, a énoncé elle-même ses sanctions, a poursuivi elle-même en affirmant de façon autonome sa protestation contre les infractions faites aux droits fondamentaux à Minsk et contre l'intégrité territoriale et la préservation des eaux territoriales des États membres de l'Union, République hellénique et Chypre. Et donc, elle a mené en toute autonomie cette politique de sanctions. Et donc, en matière de courage, j'estime que l'autonomie de décision, la résolution à poursuivre le rapport de force a été démontrée. Alors évidemment, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je le vois aussi à moitié vide. À multiplier comme cela les régimes de sanctions à l'égard d'une demi-douzaine de pays, l'Union européenne est en train de s'enferrer dans un pattern de répétition de sanctions. À chaque fois qu'il y aura un problème sur la scène internationale, au Myanmar, ailleurs, ce sera une série de sanctions. Bien sûr, c'est insatisfaisant et ça n'est pas l'apanage d'une puissance complète qui pourrait utiliser d'autres leviers, le soft power, la diffusion de ses idées, des expéditions militaires. Mais il faut bien voir quand même que le chemin qui a été franchi en termes d'éveil stratégique, en termes de prise de conscience géopolitique dans les institutions européennes, le monde de 2006, les sanctions Iran, Corée du Nord et les sanctions 2021, Bélarus, Turquie, Myanmar n'ont plus rien à voir en termes de courage politique et de capacité à tenir le rapport de force. Merci, c'était d'ailleurs un petit peu l'objet de la question suivante qui avait été posée. Les sanctions sont-elles le bon instrument géopolitique pour l'Union européenne, sachant sa faible reconnaissance par les grandes puissances internationales? Chine, Russie, Turquie aussi, par exemple. Écoutez, moi j'aurais tendance à répondre oui. Parce que dans un régime de sanctions, ce qui se joue, c'est les faiblesses de l'adversaire, mais c'est aussi ses propres forces. L'Union européenne, un des plus grands marchés du monde, l'Union européenne, une source d'attractivité aussi bien en matière sanitaire qu'éducative très importante. Interdire à des personnalités le voyage, le placement d'actifs, de se faire soigner dans l'Union européenne, c'est bien sûr exploiter les faiblesses ou les lacunes de l'adversaire, mais c'est aussi exploiter les forces de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas d'armée,
l'Union européenne n'a pas de capacité de projection militaire ou civilo-militaire qui soit à la mesure de sa propre puissance. En revanche, elle dispose d'atouts économiques, technologiques et financiers dont elle aurait tort de se priver dans les rapports de force qu'elle engage avec ses différents rivaux ou avec ses différents voisins. Merci beaucoup. Donc, les questions suivantes ont à voir beaucoup avec la Chine, notamment les tensions grandissantes entre la Chine et l'Union européenne. Donc, il y a plusieurs auditeurs demandent la question d'un rapprochement possible entre la Chine et la Russie, en demandant, par exemple, en cas d'un rapprochement entre la Russie et la Chine, les Russes ne risquent-ils pas de mettre des sanctions à l'encontre de l'Europe sur la table? Et un autre auditeur qui demande: les sanctions ont-elles joué en faveur, 1, du rapprochement de la Fédération russe et de la Chine, 2, de l'invigoration de la production agricole en Russie? Je vois que les auditeurs et les participants sont quasiment plus informés que moi sur la question. Je commence par la fin. Oui, tout à fait, et c'est tout à fait frappant. Vous devez revenir de Russie, vous avez été en Russie il y a peu de temps. Quand on allait en Russie il y a 10 ans, on achetait des yaourts Danone. Et quand on est allé en Russie avant que ça ne ferme, on achète des productions qui sont faites à Rostov ou des productions qui sont faites à Volgograd. Oui, il y a eu un protectionnisme imposé un protectionnisme éducatif imposé qui a effectivement stimulé notamment l'agroalimentaire russe, puisque la Russie, et je réponds à une autre question, avait adopté en mesure de rétorsion des sanctions contre l'Union européenne et notamment contre les productions agroalimentaires qui, comme par hasard, elles étaient bien ciblées, provenaient en très très large partie de Pologne et d'Allemagne, qui faisaient partie plutôt des États membres qui étaient les plus rigoureux envers la Russie. Donc, la réponse, elle est assez claire. Oui, la Russie a adopté une mesure, des trains de sanctions. Il y a un bon papier d'ailleurs de Sylvie Kaufmann ce matin dans Le Monde là-dessus. La mécanique des sanctions et des contre-sanctions entre Union européenne et Russie, maintenant, est quasiment devenue une routine. Ce qui est rassurant, c'est qu'elle est proportionnée et donc elle est anticipable, elle est prévisible. On expulse 3 diplomates pendant la visite du haut représentant Borrell. Eh bien, en réponse, l'Union européenne fait la même chose. Et ainsi, elles sont proportionnées. Le cas avec des relations avec la République populaire de Chine et l'Union européenne est plus compliqué, tout simplement parce qu'il a moins d'historique. Dans un rapport de sanctions, de contre-sanctions, de négociations pour le démantèlement contrôlé, graduel et proportionné des sanctions, il faut avoir une certaine prévisibilité avec des actions et des modes de raisonnement de son rival. En matière de Russie, les divergences, y compris celles qui sont irréconciliables, sont bien identifiées. Et à l'inverse, les convergences sont bien identifiées. En ce qui concerne la Chine, la République populaire de Chine, là, les anticipations sont beaucoup plus difficiles. Les sanctions qui sont adoptées contre la Chine portent sur la façon dont elle maltraite des centaines de milliers de citoyens chinois ouïghours, avec des pratiques répressives qui passent l'entendement. Au lieu d'un rapport de sanctions et de contre-sanctions qui sont mesurés, proportionnés et qui établissent un rapport de force relativement stable, la République populaire de Chine, elle, choisit l'escalade. Face aux sanctions de l'Union européenne, qui frappent individuellement les avoirs et les mouvements de responsables de la répression des Ouïghours, la République populaire de Chine choisit de frapper du même type de sanctions des parlementaires européens en grand nombre et plusieurs organisations européennes. Et au lieu d'avoir un bras de fer, comme c'est le cas entre l'Union européenne et la Russie, la Fédération de Russie, on a plutôt affaire à une spirale des contre-sanctions dont on ne sait pas où elle va s'arrêter. Difficulté supplémentaire soulignée par l'auditeur, c'est que
La Chine et la Russie jouent, et même, il faut bien le dire, surjouent constamment et depuis des dizaines d'années leur rapprochement. C'est ce que j'appellerais le spectre de l'Eurasie. Mais le spectre de l'Eurasie n'a pas du tout attendu l'année 2014 et les sanctions contre la Russie concernant l'Ukraine. Ça fait très longtemps que des coopérations sont mises en valeur par la République populaire de Chine et la Fédération de Russie depuis la chute de l'URSS. Je vous incite à ne pas surestimer les rapprochements entre les deux partenaires. Ils ont besoin l'un de l'autre, mais ils se redoutent aussi l'un l'autre, la Russie ayant une peur assez nette et assez vigoureusement exprimée de la masse chinoise démographique, d'accord, mais économique et industrielle aussi. Il y aura une alliance, il y aura des convergences qui seront d'autant plus poussées que les relations avec l'Union européenne seront dégradées, mais il n'y aura pas de bloc. Merci beaucoup. Alors, on est presque, on a déjà dépassé, mais on a encore quelques questions. Donc, il y a plusieurs auditeurs qui vous relancent sur la question du projet de Nord Stream 2, en demandant, voilà, faut-il l'arrêter? Est-ce une possibilité pour encore rehausser à passer à un niveau de sanctions supérieur? Et un auditeur qui demande sur cette question-là, voilà, d'évaluer le rôle de l'Allemagne, finalement, dans ce positionnement par rapport à cette question. Bon, ma position personnelle, c'est que ça n'est pas un instrument adapté tant qu'on n'a pas défini la finalité précise de ce qu'on veut obtenir. Si on pense que ne pas mettre en exploitation Nord Stream 2 permettra la libération absolument nécessaire et indispensable d'Alexeï Navalny, on se trompe. Et dans un rapport de force, il vaut mieux mettre en œuvre des moyens dont on sait qu'ils produiront des résultats, des résultats tangibles. Donc, Nord Stream 2, ne pas le mettre en fonction, pourquoi pas, mais il faut avoir une ligne d'action qui soit précise et qui corresponde à ce que Nord Stream 2 peut donner. C'est pour ça que la contrepartie que je propose, moi, c'est plutôt d'avoir une revendication qui porte sur le retour de la Russie dans le traité des forces nucléaires intermédiaires. C'est l'Allemagne qui serait la principale cible de ces missiles nucléaires. C'est l'Allemagne et c'est l'économie allemande et son approvisionnement en énergie peu chère qui serait la plus affectée par la non mise en exploitation du gazoduc. Et c'est donc plutôt sur ce plan-là qu'il faut se placer. Le rôle de l'Allemagne, on aime, notamment à Paris, on aime à pointer la supposée complaisance de l'Allemagne envers la Russie. L'Allemagne a tenu son rang dans la fermeté à l'égard de la Russie. Elle n'a jamais marqué de divergence avec la France quand il s'est agi de sanctionner la Russie concernant l'Ukraine, concernant la Crimée. Elle ne montre pas de complaisance concernant les droits fondamentaux. Elle en montrera d'autant moins que le comportement le comportement politique du régime russe est inacceptable selon ses propres standards. En revanche, c'est sûr que la position de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie et la position de la France vis-à-vis de la Russie, en raison du mix énergétique allemand, n'est pas la même. Quand on adopte un train de sanctions, qu'elles soient économiques, qu'elles soient technologiques, en matière énergétique en Union européenne, eh bien, on fait plus contribuer l'Allemagne en raison de la sortie, du nucléaire. Que ce découplage, que cette différence conduise à un découplage dans le couple franco-allemand, ça c'est le risque. Et pour le moment, il a été jugulé et ça fonctionne depuis 6 ans. Les objectifs stratégiques de l'Allemagne et de la France, et plus largement de l'Union européenne, malgré les divergences avec la Grèce, l'Italie, Chypre, la Hongrie, sont toujours les mêmes. Le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de la souveraineté ukrainienne et le respect des droits fondamentaux que la Fédération de Russie se doit de respecter en étant partie à la Convention européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup et je vais vous soumettre une dernière question parce qu'on a parlé des relations entre la Russie et la Chine.
un auditeur ou une auditrice anonyme demande, dans le cadre du durcissement des relations russo-américaines par Biden, serait-il possible d'envisager une rupture complète des relations entre la Russie et l'axe transatlantique Europe-États-Unis? Une rupture complète, on va avoir du mal. Pour des raisons organiques, la Fédération de Russie a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et la Russie est partie à des négociations dans lesquelles l'administration Biden veut se réinvestir au premier chef, et je l'ai déjà mentionné, le retour à la table des négociations concernant la non-prolifération nucléaire en Iran. Pour qu'il y ait rapport de force, pour qu'il y ait rivalité et donc pour qu'il y ait interaction entre des acteurs géopolitiques, il faut qu'il y ait des canaux de communication. Donc, une rupture totale des relations diplomatiques ne me paraît pas possible. Une rupture officielle des canaux, enfin une rupture des canaux officiels de dialogue serait nécessairement complétée par une reprise du dialogue officieux. Elle ne me paraît pas non plus souhaitable. Si on veut, si on veut s'assurer qu'un partenaire ou un rival ou un ennemi géopolitique suit une destinée autiste, insensible aux sanctions, insensible au dialogue et insensible aussi bien au bâton qu'à la carotte, effectivement, il faut couper les canaux. C'est toute la difficulté du dialogue diplomatique et du dialogue politique international. Il faut assumer sa puissance, ses intérêts et ses valeurs en évitant la rupture pour pouvoir justement leur donner une vigueur. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette Euro-question et d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos auditeurs. Je vous signale donc la publication qui a été un peu le fil rouge de cette Euro-question, qui est parue aujourd'hui, Union européenne-Russie, durcir les sanctions et après. Elle est disponible sur le site internet de l'Institut Jacques Delors et elle vous sera envoyée dans la foulée de ce webinaire avec l'enregistrement et la possibilité donc de revoir cette Euro-question ou de le partager. Nous vous remercions d'avoir participé à la session de ce jour. La session prochaine d'Euroquestions se déroulera le 7 avril prochain. On accueillera Mathias Routeux, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, sur les défis du rail européen. Ce sera l'occasion de dédier un moment à cette année qui sera aussi l'année européenne du rail. Merci à tous et à bientôt. Et merci, Monsieur Bray, pour votre intervention.